Après 7 mois, le FBI dit que l'attaque du 6 janvier au Capitole n'était pas coordonnée. Mais cela va-t-il changer le récit des médias? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Cela fait plus de 7 mois que cela s'est produit au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021. Et il y a de grandes nouvelles. Mais laissez-moi d'abord dire, ce qui s'est passé à l'intérieur du Capitole est une honte. C'est allé trop loin, et les personnes qui ont enfreint la loi doivent être tenues pour responsables. Je ne défends pas les actions de qui que ce soit. C'est la pire chose qui soit arrivée à l'Amérique en janvier depuis. Film épique. Ceci étant dit, puisque c'est Amérique dévoilée, il est important de découvrir ce qui s'est réellement passé et ce qui ne s'est pas passé. Ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Quels rapports sont vrais et ce qui est juste de la propagande politique. Et voici les dernières nouvelles. Selon Reuters, le FBI n'a pas trouvé de preuve que l'attaque du Capitole était coordonnée. Je comprends, ce n'était pas bien organisé. C'était évident pour quiconque regardait la vidéo. Ça ressemble à la foule éclair la plus mal pensée de l'histoire. Alors pourquoi ce que le FBI a dit est une si grosse affaire? Eh bien, c'est important parce que cela va à l'encontre de certains récits qui ont été diffusés dans les médias et par certains politiciens, des récits qui ont commencé dès le soir du 6 janvier. Un certain nombre de politiciens ont commencé à insister sur le fait que ce qui s'était passé au Capitole ce jour-là était une tentative organisée de renverser le gouvernement des États-Unis. Je ne suis pas sûr qu'il s'agissait d'une tentative organisée, puisque clairement, presque personne n'a eu le mémo sur le code vestimentaire de la fourrure. Allez, les gars. Les politiciens recherchaient une accusation légale très spécifique, conspiration séditieuse, aussi connue sous le nom de sédition. Ils ont exercé une forte pression politique sur les agences chargées d'enquêter sur l'intrusion au Capitole. Et c'est peut-être pour cela que le 12 janvier, 5 jours seulement après le début de l'enquête, le procureur fédéral Michael Sherwin a déclaré ceci. Le FBI, en collaboration avec les bureaux du procureur américain dans tout le pays, et principalement à Washington, étudie d'importantes affaires criminelles liées à la sédition et à la conspiration. Pas plus tard qu'hier, notre bureau a organisé une force de frappe composée de procureurs très expérimentés en matière de sécurité nationale et de corruption publique. Leurs seuls ordres de marche de ma part sont de construire des accusations de sédition et de conspiration liées aux actes les plus odieux qui se sont produits au Capitole. Cela pourrait également expliquer pourquoi, le 26 janvier, le directeur adjoint en charge du bureau local du FBI à Washington a déclaré: nous examinons de près les preuves liées aux accusations de sédition. Nous travaillons sur ces affaires, et je pense que ces résultats porteront leurs fruits très bientôt. C'est moi, où on dirait qu'ils cherchent spécifiquement des accusations de sédition plutôt que de suivre la piste des preuves. Ils sont arrivés à une conclusion, et maintenant ils travaillent à l'envers pour essayer de la justifier. Un peu comme si je supposais que chacun de ces émeutiers du Capitole s'appelle Daryl. Je ne sais pas comment je le sais, c'est tout. Il y a également eu beaucoup de questions sur le traitement des suspects du 6 janvier en garde à vue, des allégations selon lesquelles ils ont été traités plus durement que les émeutiers de BLM. Et même si la plupart des affaires du 6 janvier n'ont pas encore été portées devant les tribunaux, le ministère de la Justice maintient une base de données accessible au public qui détaille chaque affaire, y compris les noms de chaque suspect. Ce qui prouve absolument ma théorie sur Daryl. Je le savais. En mars, le procureur fédéral Michael Sherwin a défendu dans l'émission 60 minutes sa déclaration de janvier. Le monde attend de nous l'état de droit, l'ordre et la démocratie. Et cela a été brisé, je pense, ce jour-là. Et nous devons nous reconstruire. La seule façon de nous reconstruire est l'application égale de la loi, pour montrer que l'état de droit va traiter ces gens équitablement en vertu de la loi. Le monde ne se tourne pas vers l'Amérique pour la loi et l'ordre. Ils nous regardent pour des moyens d'ajouter des hot-dogs dans des endroits où ils n'ont rien à faire. Mais au vu des déclarations des procureurs fédéraux, certaines personnes n'ont pas été rassurées sur le fait que l'application égale de la loi est toujours la voie américaine. Voici les dernières nouvelles du FBI, juste après la pause. Bienvenue à nouveau.
Malgré la pression politique exercée par de puissants membres du Congrès, des sources au sein du FBI disent maintenant qu'ils n'ont pas beaucoup de preuves que l'événement du 6 janvier était coordonné. Ce qui signifie qu'ils n'ont probablement pas assez de preuves pour l'appeler une conspiration séditieuse. Attendez. Vous voulez dire que le gars qui a uriné dans le bureau de Nancy Pelosi ne faisait pas partie d'un plan d'ensemble? Je pensais que chaque insurrection traîtresse était inspirée par des autocollants de Calvin. En tout cas, aucune accusation de conspiration séditieuse n'a été portée jusqu'à présent. Pourquoi le FBI ne poursuit-il pas les accusations de sédition maintenant? Tout se résume à la définition légale de conspiration séditieuse. En termes juridiques, la conspiration séditieuse se produit dans deux cas. Premièrement, elle se produit si deux personnes ou plus dans un État conspirent pour renverser ou détruire par la force le gouvernement des États-Unis, ou pour s'opposer par la force à son autorité. Et deux, il se produit si deux ou plusieurs personnes conspirent par la force pour empêcher, gêner ou retarder l'exécution de toute loi des États-Unis. Attendez. Vous n'avez besoin que de deux personnes pour une conspiration séditieuse? Comment se fait-il qu'il faille moins de personnes pour essayer de renverser le gouvernement que pour jouer au Cluedo? Personne ne soutient sérieusement que les émeutiers du 6 janvier essayaient de renverser le gouvernement des États-Unis. Enfin, peut-être pas tout le monde. Pourtant, la plupart des gens qui discutent de l'accusation légale de conspiration séditieuse parlent de la deuxième définition du terme. Une conspiration visant à empêcher, entraver ou retarder l'exécution de la loi. Dans ce cas, l'exécution de la loi serait la certification officielle du décompte du collège électoral. Mais pour prouver l'existence d'une conspiration séditieuse, les procureurs doivent prouver une intention et l'existence d'un accord concret entre les participants. Selon Reuters, le FBI affirme que les participants n'avaient pas d'accord concret, et encore moins un plan réel, pour entraver l'exécution d'une loi. Je suis choqué que ces gens n'aient pas eu de plan. Selon une source, 90 à 95% de ces cas sont des cas isolés. Ensuite, vous avez 5%, peut-être, de ces groupes de miliciens qui étaient plus étroitement organisés. Mais il n'y avait pas de grand plan avec Roger Stone et Alex Jones et tous ces gens pour prendre d'assaut le Capitole et prendre des otages. Eh bien, je suppose que c'est la fin de l'enquête sur Roger Stone et Alex Jones. Sur ça, je veux dire. Ils enquêtent toujours pour savoir si oui ou non Roger Stone et Alex Jones sont en fait le juge Doom et la chose. Même parmi le petit nombre de groupes de miliciens qui étaient plus étroitement organisés, les sources de Reuters ont déclaré que les enquêteurs du FBI ont trouvé que des cellules de manifestants avaient pour but de pénétrer dans le Capitole. Mais ils n'ont trouvé aucune preuve que les groupes avaient des plans sérieux sur ce qu'ils feraient s'ils arrivaient à entrer. Encore une fois, je suis choqué que ces gars n'aient pas eu de plan. Et pas de plan concret égale pas de conspiration séditieuse. Et de toute façon, il est difficile de condamner les gens pour conspiration séditieuse car la charge de la preuve est très élevée. Donc les charges de conspiration séditieuse ne sont probablement pas sur la table. C'est peut-être décevant pour certains politiciens, mais c'est rassurant pour les personnes qui craignaient que le DOJ et le FBI ne poursuivent pas l'enquête de manière équitable. Donc le récit de la sédition ne tient pas la route. Mais il reste beaucoup d'autres récits, plus d'informations à ce sujet après la pause. Nous sommes de retour. La découverte par le FBI que l'intrusion du 6 janvier au Capitole n'était pas coordonnée a fait un grand trou dans le récit de la sédition. Mais qu'en est-il des autres mots à la mode utilisés par les politiciens et les médias pour la décrire? Certains l'ont appelé un coup d'État. D'autres l'ont appelé insurrection. Et un beau diable l'a appelé la foule éclair la plus mal pensée de l'histoire. Avec ces nouvelles informations, ces termes seront-ils toujours valables? Techniquement, ce n'était pas vraiment un coup d'État, car ni Trump ni l'armée n'étaient impliqués. Bien que ce type ait l'air d'avoir été renvoyé sans honneur de l'armée Kiss. Même la femme qui a écrit le livre sur les coups d'État a dit que ce n'était pas un coup d'État. Elle a dit que c'était une insurrection. Mais était-ce vraiment une insurrection? Avec ces nouvelles informations du FBI, ce terme pourrait ne plus être valable non plus. Les procureurs fédéraux inculpent l'insurrection beaucoup plus rarement que la sédition. Et les experts juridiques ont dit que l'insurrection est presque impossible à prouver au tribunal. Ok, et qu'en est-il du terrorisme domestique? C'est toujours possible?
Le directeur du FBI l'a appelé ainsi en mars dernier. La commission d'enquête de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qualifie l'attentat du 6 janvier d'attentat terroriste national. Cela devra-t-il changer aussi? Je l'espère. Un type a déjà tenté d'utiliser une chaussure piégée dans un avion, alors maintenant nous devons tous enlever nos chaussures à la sécurité des aéroports. Si ces gars sont qualifiés de terroristes nationaux, je pourrais avoir à enlever mon chapeau en fourrure chaque fois que j'entre dans un bâtiment gouvernemental. C'est mon chapeau pour les lettres d'expédition, bon sang. Examinons donc la définition du terrorisme national. Légalement, ce sont des activités qui impliquent des actes dangereux pour la vie humaine qui sont une violation des lois criminelles, semblent avoir pour but d'intimider ou de contraindre une population civile, d'influencer la politique d'un gouvernement par l'intimidation ou la coercition, ou d'affecter la conduite d'un gouvernement par la destruction massive, l'assassinat ou l'enlèvement. Et, bien sûr, se produire principalement aux États-Unis. En bref, pour être considéré comme du terrorisme national, il faut au moins mettre en danger des vies humaines, violer la loi américaine et avoir l'intention d'intimider ou de contraindre. Cela signifie que, comme dans le cas de la sédition, un procureur invoquant le terrorisme national doit prouver l'intention d'intimider, de contraindre ou d'influencer le gouvernement ou le peuple des États-Unis. C'est pourquoi les actes de terrorisme s'accompagnent généralement de revendications spécifiques, généralement de nature politique. Ce n'est pas le cas de l'attaque du Capitole. Il n'y avait pas de revendication. Il y avait beaucoup de gens en tenue MAGA, debout, l'air confus. En gros, la même chose que ce qu'on voit à un concert de Kid Rock. Mais il n'y avait pas de demande spécifique. Le rapport de Reuters indique que la plupart des personnes impliquées n'avaient pas vraiment de plan pour ce qu'elles allaient faire ou même un sens concret de ce qu'elles voulaient, autre que de faire une brèche dans le Capitole et de démontrer leur frustration. Et ça, pas prévu? Ce type a vraiment mal compris ce que tout le monde autour de lui voulait dire quand il disait « nous devons prendre position ». Donc, c'est un peu exagéré de continuer à pousser l'étiquette « attaque terroriste domestique ». Qu'en est-il de « l'extrémisme violent national » Ce terme apparaît également sur la page web de la commission d'enquête sur l'attentat du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis. Ce terme est-il toujours valable? Nous allons nous pencher sur la question après cette dernière pause. Bon retour. Ou pas, puisque nous parlons de l'émeute du 6 janvier au Capitole. C'est un sujet délicat pour YouTube. La plupart des termes utilisés pour décrire la violation du Capitole dans la foulée ont été remis en question par ce nouveau rapport de source du FBI. Des termes comme « sédition »,« coup d'État »,« insurrection » et même « attaque terroriste intérieure » semblent de moins en moins exacts. Je n'ai pas vu quelqu'un aussi mauvais pour nommer quelque chose depuis Elon Musk. Mais qu'en est-il de « l'extrémisme violent national » ? Comme Shakespeare l'a dit un jour, une rose sous un autre nom peut finalement commencer à obtenir des condamnations et faire avancer le récit. L'administration Biden a utilisé l'événement du 6 janvier comme point de départ pour s'attaquer à ce qu'elle appelle les « extrémistes violents nationaux ». Elle a publié cette nouvelle stratégie nationale de lutte contre le terrorisme intérieur. Dans ce rapport, le terrorisme intérieur est spécifiquement lié aux extrémistes violents, y compris ceux qui ont des motivations raciales ou qui sont anti-gouvernementaux. Il y a même une section entière sur l'évaluation de la menace de l'extrémisme violent intérieur. Et tout en haut de la liste des attaques terroristes intérieures menées par des extrémistes violents, on trouve l'attentat d'Oklahoma City de 1995 qui a tué 168 personnes, et la fusillade de 2016 à Dallas où un type a tiré et tué 5 policiers. Mais dans le même paragraphe, il y a ceci. Et il y a quelques mois seulement, les Américains ont été témoins d'une attaque sans précédent contre une institution centrale de notre démocratie, le Congrès américain. 4 manifestants sont morts au Capitole ce jour-là. Un d'une crise cardiaque, un d'une attaque, un d'un accident et un d'une balle tirée par la police. Et un officier de police est mort d'épuisement plus tard dans la journée. Mais aucun de ces cas n'était un meurtre. J'ai l'impression que ça ne va pas dans le même paragraphe que l'attentat de la ville d'Oklahoma. Ça ne va même pas dans le même paragraphe que cette pizza en croûte de hot-dog. Beaucoup plus d'Américains sont morts à cause de ça. Les maladies cardiaques sont la principale cause de décès aux États-Unis. Et une manifestation qui implique des gens occupant le Congrès, ce n'est pas vraiment sans précédent. Voici des manifestants contre DACA qui occupaient illégalement le Capitole en 2018. Voici des manifestants du nouveau Pacte vert qui occupent le bureau de Pelosi, également en 2018.
Voici un groupe de Black Panthers portant des armes à feu chargées dans le Capitole de l'État de Californie en 1967. Et voici le mutant Nightcrawler se téléportant à la Maison-Blanche en 2003. Il s'avère que les Américains ont une forte tradition de protestation à l'intérieur des bâtiments du Capitole, bien que les protestations de DACA et du nouveau pacte vert n'étaient pas les mêmes que l'émeute du 6 janvier. Il s'agissait de protestations non violentes faites par des personnes qui étaient autorisées à entrer dans le bâtiment. Le 6 janvier, des personnes ont fait irruption dans le bâtiment du Capitole. Certains ont brisé des portes en verre, d'autres ont affronté violemment la police. Cela n'en fait pas du terrorisme intérieur. Mais l'administration Biden soutient que c'est de l'extrémisme violent national. Le document de l'administration Biden indique ensuite que de nouveaux développements sociopolitiques, tels que les récits de fraude dans les récentes élections générales, l'impact enhardi de l'intrusion violente dans le Capitole des États-Unis, inciteront presque certainement certains extrémistes violents nationaux à tenter de s'engager dans la violence cette année. Et l'événement du Capitole a peut-être servi d'excuse à l'administration Biden pour purger l'armée de son soi-disant extrémisme. Puisque certaines des personnes présentes le 6 janvier étaient des anciens combattants. Bien que l'objectif principal de Biden concernant l'armée et l'extrémisme aurait dû être de ne pas donner l'Afghanistan aux talibans. Et rappelez-vous comment le gouvernement a utilisé le 11 septembre, qui était légitimement une tragédie, pour justifier la loi patriote qui a été utilisée pour espionner les Américains pendant les 20 dernières années. Je suis sûr que le gouvernement n'utiliserait jamais l'extrémisme violent domestique pour faire quelque chose de similaire. Quoi qu'il en soit, peut-être que ce nouveau rapport du FBI va mettre un frein à tout cela. Après tout, si les extrémistes sont dangereux parce qu'ils pourraient perpétrer des actes de terrorisme national, et que la définition du terrorisme national exige une sorte de plan, et que l'effraction du Capitole n'était pas planifiée, alors cela nuit à la thèse selon laquelle l'effraction du Capitole était un complot d'extrémistes violents nationaux. Ce qui, à son tour, coupe l'herbe sous le pied de la chasse aux extrémistes. Si les sources du FBI pour Reuters sont correctes, il semble que l'intrusion au Capitole n'était qu'une simple émeute et non une insurrection organisée. Ah, simplement une émeute. Nous avons vu notre part d'émeutes ces 2 dernières années. Je pense que l'Amérique peut les gérer. Je suppose qu'ils ont juste besoin de trouver un autre nom pour ça. Je vote pour « une foule éclair mal pensée ». Parce que toutes les parties peuvent être d'accord que nous devons définitivement mettre un terme à cela. Alors qu'en pensez-vous? Les récits relatifs au 6 janvier vont-ils changer à la suite de cette exclusivité de Reuters? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas que l'émission Amérique dévoilée est principalement soutenue par des téléspectateurs comme vous. Alors rendez-vous sur notre page Patreon, contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode afin que nous puissions continuer à produire des contenus comme celui-ci pour vous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.